Qu'est-ce qui s'est passé quand ton mari a voulu te faire rentrer dans le rang? Ce matin-là, en parcourant un article sur le changement climatique au petit déjeuner, mon mari a soudainement reposé sa tasse de café avec un bruit sec. « Tu pourrais arrêter ton numéro de grande progressiste juste une fois ?» m'a-t-il lancé, tandis que nos 3 garçons, tous ados, éclatèrent de rire. Personne ne s'intéresse à tes idées de gauchiste. Tu ferais mieux de penser à ton vrai rôle d'épouse et de mère, au lieu de vouloir donner des leçons à tout le monde. Mon aîné, Hilar, a balancé « Ouais maman, t'es vraiment relou. La mère de Tyler, elle, fait pas genre, elle sait tout. » Le cadet a renchéri. C'est clair, la mère de Tyler, elle se prend pas pour une prof de morale. Elle nous bassine pas sur la planète ou les pronoms, elle. J'ai juste glissé tout bas. J'essaie simplement de m'informer. Mon mari, excédé, a soufflé bruyamment avant d'ajouter « M'informer ? Tu gobes surtout toutes ces absurdités woke. Je te préférais largement quand tu ne racontais rien. C'était plus simple quand les femmes restaient à leur place et que les hommes n'avaient pas à se justifier d'être des hommes. » Les garçons lui ont tapé dans la main. « Bravo papa !» J'ai posé mon téléphone et j'ai répliqué calmement « Très bien, tu as raison. Dès maintenant, terminez la progressiste. » Le lendemain, j'ai pris tous les médicaments de mon mari et je les ai subtilisés. En lui tendant la nouvelle, j'ai dit « Ton traitement pour la tension, l'angoisse, le dos, tout est parti. Les médicaments, c'est une invention des gauchistes. La vraie tradition, c'est de serrer les dents. Mais j'en ai besoin. C'est sur ordonnance, a-t-il crié. Ordonnance faite par une femme médecin. On ne peut pas faire confiance à ça. J'ai pris rendez-vous avec le seul praticien homme disponible, à 3 heures de route et hors de prix. Mais c'est ça, la tradition. Mes fils, j'ai prévenu que j'annulais les cours d'éducation sexuelle et toutes les matières enseignées par des femmes. Je refuse que vous soyez contaminés par ces idées-là. L'atelier et le sport, ça suffira. Tout le reste, c'est du lavage de cerveau. L'aîné a protesté, mais j'ai besoin de la chimie pour le bac. Désolé, la prof de chimie est une femme. C'est pas naturel, les femmes n'ont pas à enseigner aux garçons. J'ai même appelé le boulot de mon mari pour signaler. Mon mari réclame une adaptation pour son dos. Ça sonne comme une excuse. Un vrai mec serre les dents. Il travaille quoi qu'il arrive. Pas de traitement spécial, merci. Son patron a fini par appeler, furieux. Vous n'allez pas bien ou quoi? Et alors vous voulez une médaille pour bosser? Que j'ai répliqué. Mon fils du milieu qui s'est blessé au foot? Je lui ai dit d'attendre. Un vrai mec supporte. On ira seulement chez le médecin homme à 3 heures de route. Départ demain à 4 heures. Il a supplié pour aller à la maison médicale du coin. J'ai refusé. C'est une infirmière qui tient ça. Encore du progressisme. Non merci. Le petit dernier a râlé sur les repas après 5 jours consécutifs de haricots et de pain nature. J'ai expliqué, les épices viennent de l'étranger. La vraie cuisine de chez nous. C'est basique. On ne va pas tester des plats exotiques. Et puis, je ne peux plus travailler puisque les femmes ne font pas carrière, donc on fait avec le salaire de ton père. L'aîné, déconcerté, a demandé « Mais tu travaillais, maman ?» Plus maintenant, j'ai appelé mon patron pour démissionner. Famille traditionnelle, un seul revenu, et si ton père est un vrai homme, ce sera suffisant. Mon mari a blêmi. On n'arrivera jamais à rembourser le prêt rien qu'avec mon salaire. Je lui ai rétorqué, implacable, alors travaille plus, à moins que tu veuilles qu'une femme t'aide. Quand mon fils a voulu écrire à sa copine, je lui ai confisqué son téléphone. Dans la tradition, on rend visite en personne, avec la bénédiction du père et sous ma surveillance. Il m'a regardé, effaré. N'importe quoi, c'est ainsi. Et j'ai déjà prévenu ses parents, qui te trouvent bizarre maintenant. Donc tu ne la verras plus. Ses frères rigolaient, mais plus pour longtemps. C'est pareil pour vous 3. J'ai décidé de ne plus jouer les chauffeurs. Conduire, c'est récent et réservé aux femmes. Désolé, vous marchez ou vous attendez papa. Le cadet a protesté. Le foot, c'est loin. Alors tu t'y mets à pied ou tu laisses tomber. De toute façon, les sports mixtes, c'est trop moderne. Quand mon mari a chopé une angine, je lui ai apporté du miel et j'ai prié à côté. Les antibiotiques, c'est Big Pharma ça. On se soigne à l'ancienne. Il a voulu filer à l'hôpital, mais j'avais caché les clés et ajouté « Pas question d'aller voir la femme médecin. Le médecin homme te verra jeudi prochain. » J'ai aussi résilié la mutuelle santé. L'assurance, c'est un concept socialiste. Les vrais hommes paient cash. L'école m'a appelé pour le planning des garçons. La banque pour les retards de paiement. Le patron de mon mari m'a contacté pour ses absences bizarres depuis l'arrêt des médicaments. Les garçons ne voyaient non plus leurs copains et mangeaient toujours la même chose. Jusqu'à ce que mon mari, complètement dépassé, craque. Je t'en supplie, j'étais idiot. Reviens comme avant, redeviens progressiste, ce que tu veux, mais arrête. Je lui ai répondu, faussement innocente. Arrêtez quoi? Je ne fais que suivre l'exemple de la femme traditionnelle que tu prenais, à moins que tu estimes que les femmes ont droit à la parole. Il n'a pas hésité. Oui, pour l'égalité et même plus. Ce que tu veux. J'ai souri en sortant mon ordinateur. Dans ce cas, tu acceptes que je me présente au conseil d'école pour défendre l'éducation sexuelle complète? Ils ont tous acquiescé, livides. Et vous ferez campagne pour moi? Encore des hochements de tête désespérés. Parfait. J'ai déjà déposé mon dossier.
Mon adversaire, c'est la fameuse mère de Tyler, celle qu'on trouve si normale. Allez voir son programme. Elle veut interdire des livres, s'oppose au vaccin. Et j'ai précisé, elle fait la course en tête. Mon mari est devenu livide, les garçons affolés. Je suis restée très calme. Si elle l'emporte, toutes ses idées s'appliqueront au lycée. Chacun vivra comme tu l'as fait. Mon fils aîné a soufflé, il faut qu'on l'arrête. J'ai donné à chacun un formulaire d'inscription sur les listes électorales, puis j'ai regardé mon mari droit dans les yeux. Espérons qu'on gagne. Elle veut aussi bannir toute la médecine moderne du district, y compris tes traitements. Je leur tends les papiers et je remarque que les mains de mon mari tremblent en attrapant son stylo. Il a encore le visage tiré, marqué par le manque de médicaments. Les garçons se lancent un regard qui montre qu'ils comprennent enfin que, même s'ils sont d'accord, rien n'est vraiment réglé. Mon fils du milieu se mord la lèvre. Le plus jeune jette un œil inquiet au formulaire, comme s'il s'attendait à devoir se battre avec. L'aîné saisit son stylo, remplit le sien avec une attention extrême, sans se presser. Une fois les formulaires remplis, je les glisse dans mon sac d'ordinateur, sans un mot. L'ambiance est lourde, presque étouffante. Le lendemain matin, je me lève tôt pour remettre la maison en ordre. Je vais récupérer les médicaments cachés dans le garage et les aligne dans la salle de bain. Mon mari entre pile à ce moment-là, pousse un vrai cri, puis se jette sur ses cachets pour l'attention qu'il avale sans même prendre de l'eau. J'appelle la mutuelle pour réactiver notre contrat, je préviens l'école par mail pour que les emplois du temps des garçons reprennent leur cours habituel. Pour le petit déjeuner, je sors toutes les épices, fais griller du bacon bien poivré, prépare des œufs relevés et des tartines au vrai beurre. Les garçons descendent l'escalier en titubant, s'arrêtent net aussitôt qu'ils sentent les odeurs qui flottent dans la maison. Mon fils du milieu se précipite sur le bacon et en attrape 3 tranches d'un coup. Le plus jeune s'en sert une assiette d'œufs et mange à une vitesse telle que j'ai presque peur qu'il s'étouffe. Pourtant, tout le monde reste anormalement silencieux. L'aîné me lance de fréquents coups d'œil, comme s'il s'attendait à ce que je change d'avis sur le repas. Mon mari s'installe avec son café et me suit du regard alors que je vais et viens dans la cuisine. Il ne fait aucune blague, aucun commentaire. Personne ne revient sur ce qui vient de se passer ces dernières semaines. Cet après-midi-là, pendant que les garçons sont à l'école, j'ouvre mon ordinateur et commence à décortiquer le programme électoral de Susan Watkins. Sur la page d'accueil de son site, une photo posée devant une église avec toute sa famille. Je parcours ses propositions et, à chaque page, je sens mon estomac se nouer davantage. Elle veut bannir des écoles tous les livres abordant les sujets ou personnages LGBTQ. En matière d'éducation sexuelle, elle prône la suppression pure et simple du programme, remplacée par quelques messages sur l'abstinence. Dans la partie consacrée aux sciences, elle souhaite rayer tout le chapitre sur le changement climatique, qu'elle qualifie de propagande. Selon elle, même pour un pansement sur un genou écorché, il faudra l'accord écrit des parents pour que l'infirmière intervienne. Je poursuis ma lecture et découvre encore pire. Elle veut éliminer le programme contre le harcèlement scolaire, sous prétexte que ce serait discriminant. Elle refuse toute adaptation pour les élèves en situation de handicap, au-delà du strict minimum imposé par la loi. Elle envisage d'interdire tous les livres traitant du racisme dans l'histoire américaine. Les seuls autorisés seraient, dit-elle, les faits de base. Je fais des captures d'écran et range tout dans un dossier. Cette femme veut transformer notre district scolaire, au point qu'on ne le reconnaîtrait plus. Le soir même, mon fils aîné vient me retrouver dans la cuisine alors que je prépare le dîner. Il reste d'abord près de la porte, hésite, puis me demande si sa petite amie peut venir à la maison. Je ne pose aucune question, j'acquiesce seulement. Il se balance d'un pied sur l'autre, puis finit par murmurer qu'il est désolé d'avoir dit que j'étais embarrassante. Il ajoute « La mère de Tyler fait vraiment peur quand on prend la peine de voir ce qu'elle défend. » Je le remercie pour ses excuses, lui dis que c'est un bon début. Il hoche la tête, prêt à repartir, mais s'arrête et m'avoue que sa petite amie l'aide à prendre du recul sur sa façon de parler aux autres. Je lui demande de mettre une assiette supplémentaire pour le dîner et je le regarde s'éloigner, moins sur la défensive qu'à l'habitude, l'air pensif. 2 jours plus tard, je participe à ma première réunion de campagne dans une maison de quartier de l'autre côté de la ville. Une trentaine de parents sont installés sur des chaises pliantes, à peu près alignés. Nicole Houston est debout devant nous, clipboard en main et ordinateur relié à un projecteur. Contre toute attente, elle a à peine la trentaine, les cheveux sombres tirés en arrière, une énergie qui porte toute la salle. Elle commence la réunion par un état des lieux sans détour. Suzanne s'est forgée une notoriété grâce à des années au sein de l'association de parents et des postes à l'église. Elle a le soutien financier de plusieurs groupes conservateurs venus de l'extérieur du district. Son image sur les réseaux sociaux est impeccable, ses supports de campagne aussi. Nicole passe à la diapositive suivante, puis affirme « Mais nous, on a quelque chose de plus précieux, notre énergie et la vérité. » Elle explique que la plupart des parents prennent peur en découvrant le programme de Suzanne, à condition de vraiment le lire au lieu de se contenter des slogans rassurants.
Le but, c'est que chaque parent comprenne exactement ce que Suzanne veut imposer. Nicole distribue les rôles avec une efficacité bluffante. Certains feront du porte-à-porte, d'autres passeront des appels ou s'occuperont des réseaux sociaux. Elle me propose d'intervenir lors d'événements, mon témoignage de mère candidate parlant davantage aux autres parents. Le lendemain, je conduis mon fils du milieu à 3 heures de route pour un rendez-vous avec le médecin, un suivi de sa blessure au foot. Le praticien examine sa cheville, nous montre les radios et explique que la mauvaise cicatrisation est due au manque de soins adaptés. Mon fils va devoir suivre des mois de rééducation pour retrouver force et mobilité, mais il y aura des séquelles qui limiteront ses capacités sportives. Le médecin prescrit des séances de kiné et me tend l'ordonnance, sans rien ajouter. Sur le chemin du retour, mon fils reste silencieux de longues minutes, le regard perdu à travers la vitre. Puis, il finit par me demander pourquoi on a mis autant de temps à réagir. Je lui réponds franchement, voilà ce qui se passe quand les idées prennent le pas sur le bon sens, quand on préfère avoir raison plutôt que de veiller sur ceux qu'on aime. Il hoche lentement la tête, avant de lancer « Je crois que je comprends maintenant ». La semaine suivante, la conseillère d'orientation m'appelle à l'école pour parler des changements d'emploi du temps de mes fils, puis de leur annulation. Je m'installe dans son petit bureau tapissé d'affiches motivantes et de dépliants de fac, pendant qu'elle ouvre les dossiers sur son ordinateur. Elle me demande ce qui s'est passé et je finis par tout lui raconter. La requête de mon mari pour fermer la porte à tout, ma propre expérience de conformité de mauvaise grâce, la campagne et le programme de Suzanne. Au beau milieu de mes explications, elle éclate de rire au point d'en pleurer, puis retrouve finalement son calme. Lorsqu'elle y arrive enfin, elle me lance « Je voterai pour vous, c'est sûr. Le conseil a besoin de quelqu'un avec une vraie compréhension. Quelqu'un qui sait que l'école prépare les enfants à la vie, pas à les protéger à tout prix. » Elle m'avoue ensuite, à voix basse, que plusieurs professeurs craignent ce qu'il adviendrait si Suzanne l'emportait. Débats muselés, programmes amputés. Cette même semaine, Nicole me met en relation avec son mari, Christopher Houston, responsable d'un réseau d'activistes progressistes de la région. On se retrouve tous les 4 dans un café du centre-ville. Cela fait des années qu'il mène campagne contre le groupe de Suzanne. Christopher me confie « On est ravis d'avoir enfin une candidate qui sépare les valeurs familiales depuis la gauche. Jusqu'ici, nos candidats étaient célibataires, sans enfants ou n'évoquaient jamais leur vie personnelle. Suzanne avait tout le terrain sur la thématique familiale. Vous, c'est une première. Une mère qui défend tous les enfants, pas seulement les siens, à travers une éducation exigeante et inclusive. Les organisateurs proposent des bases de données de bénévoles, des outils de phoning, des contacts utiles dans les médias locaux. Une femme ajoute que son association peut garder les enfants des bénévoles et un homme propose de me mettre en relation avec des soutiens financiers. Un soir, une fois les garçons couchés, mon mari vient s'asseoir à côté de moi et m'avoue quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il reconnaît n'avoir jamais vraiment cru à ce qu'il racontait ce fameux matin autour du petit déjeuner. Ce que j'aimais, c'était prendre le dessus, sentir les garçons fiers de moi, avoue-t-il. J'aimais cette complicité à 3, rire à tes dépens. Selon lui, les dernières semaines ont été les plus angoissantes depuis la naissance prématurée de notre cadet. Arrêter mes médicaments m'a fait comprendre mon rapport à la médecine moderne et à quel point mes discours sur le retour aux traditions étaient à côté de la plaque. Il commence à voir pourquoi ce combat m'est si cher, pourquoi je lis tant, pourquoi je ressens ce besoin de m'engager. Je suis désolée d'avoir minimisé ce que tu fais et, pire, d'avoir encouragé les garçons à t'imiter. Je le remercie pour ses excuses, mais lui précise qu'au-delà de ça, j'ai surtout besoin qu'il reste impliqué, pas seulement compréhensif. Il acquiesce, ajoutant que plusieurs collègues évoquent désormais ma campagne au boulot, ayant vu mes affiches aux 4 coins de la ville. Quelques jours plus tard, Nicole organise une rencontre entre Ashton Maggie et moi, une autre mère engagée contre Suzanne, mais avec une approche différente. On se retrouve au parc pendant que nos enfants jouent, et Ashton m'explique qu'elle s'est concentrée sur la sauvegarde des budgets des bibliothèques scolaires, menacées l'an dernier. Elle a rassemblé tout un collectif de bibliothécaires, d'enseignants, de parents soucieux de voir perdurer l'accès à des livres variés. Rapidement, on se rend compte que nos 2 campagnes gagneraient à s'unir. Elles touchent celles et ceux inquiets des moyens et de la richesse du contenu. Je m'adresse à ceux qui veulent des enfants préparés à la vraie vie. On décide donc de synchroniser nos actions, d'animer ensemble des événements, de s'entraider sur les réseaux sociaux. Ashton m'annonce d'ailleurs que le syndicat local des enseignants va bientôt apporter son soutien à des candidats et propose qu'on y aille ensemble. On échange nos contacts, on planifie une action conjointe pour le mois suivant. Ces enfants réclament un goûter et j'admire la facilité avec laquelle elle leur explique son engagement. Certains veulent enlever des livres des écoles, et nous, on trouve ça injuste. Le soir même, mon plus jeune vient toquer à la porte avec son ordinateur portable et une pile d'articles sur la hausse des températures des océans. Il hésite, piétine, puis me demande mon aide pour son exposé sur le changement climatique. On s'installe à la cuisine, il déploie toutes ses recherches.
Alors qu'on analyse les données, il me confie que Tyler a eu des propos très désagréables sur leur prof d'anglais à la cantine ce midi. Avant, j'aurais juste rigolé, mais là, ça m'a mis mal à l'aise, me dit-il. Je demande ce que Tyler a dit. Il m'explique qu'il a fait des commentaires blessants sur son apparence et s'est moqué en affirmant que les femmes sont trop émotives pour enseigner. Cette fois, j'ai pas ri. Alors il m'a traité de soumis. Le lendemain matin, le journal local publie un grand portrait de tous les candidats au conseil d'école, 2 pages entières. Sur la photo, Suzanne pose devant une grande église, son mari et son fils à ses côtés, tous 3 en polos assortis. La légende insiste sur le retour aux valeurs traditionnelles et la protection des enfants face aux prétendues idéologies dangereuses. Sur la photo, on me voit lors d'une réunion de l'association de parents d'élèves l'an dernier, penchée sur une table couverte de paperasse. Ma citation évoque la nécessité de garantir à chaque enfant le droit à une éducation complète, quel que soit son parcours ou ses convictions. Je reste un moment sous le choc face à ce contraste, et je me rends compte à quel point ces images résument parfaitement l'enjeu de cette élection. Cet après-midi-là, mon mari est convoqué dans le bureau de sa supérieure à propos de sa demande d'aménagement. Il rentre à la maison, à la fois gêné et un peu amusé. Tu sais, elle a tellement ri qu'elle en pleurait. Elle m'a dit que j'avais une chance folle d'avoir une femme qui se bat avec autant d'énergie et qu'elle voterait pour toi, parce qu'à ses yeux, quelqu'un capable de défendre ses convictions jusqu'au sein de sa propre famille mérite amplement sa place au conseil d'établissement. Il avoue que c'était sacrément embarrassant à raconter sur le moment, mais que la réaction de sa chef lui a permis de voir les choses autrement. Tes méthodes étaient peut-être un peu extrêmes, mais il fallait marquer le coup. Ce week-end-là, je me lance dans le porte-à-porte, avec mes tracts et mes infos à distribuer aux habitants, accompagné de mes 3 garçons, qui rechignent un peu à cause de la chaleur. L'aîné est tout maladroit. Il peine à sortir le moindre argument, le petit se contente de tendre les tracts sans dire un mot, mais mon deuxième me bluffe par son aisance. Il engage la conversation avec d'autres ados, leur explique pourquoi l'éducation à la sexualité est essentielle, et raconte même sa blessure au foot pour illustrer que l'accès à des soins de qualité ne devrait jamais dépendre d'une idéologie. Je le regarde parler à une adolescente de son âge. Il lui décrit combien c'était angoissant de se blesser et de ne pas pouvoir voir un médecin tout de suite, et elle acquiesce, lui disant que sa mère hésite encore à voter, mais que leur échange pourra sans doute la convaincre. Ce jour-là, on sillonne 12 rues. Je rentre chez moi avec des ampoules aux pieds, mais la sensation d'avoir vraiment pris le temps d'échanger avec les habitants, pas juste de glisser des tracts dans les boîtes aux lettres. Le mardi suivant, c'est réunion citoyenne à la bibliothèque pour l'inscription sur les listes électorales, et Suzanne comme moi sommes là pour discuter avec les participants. Je l'observe de loin. Elle a une aisance incroyable. Elle passe de groupe en groupe, toujours à l'aise. Toujours pile ce qu'il faut pour faire sourire ou faire réfléchir. Elle parle des droits des parents, de la préservation de l'innocence, de la nécessité que l'école reste centrée sur les matières principales, pas sur les débats de société. Tout paraît tellement sensé, jusqu'à ce qu'on s'arrête vraiment sur ce qu'elle sous-entend. Je vois bien que des parents se tournent volontiers vers elle. Elle incarne la stabilité, le contrôle, les valeurs familiales d'antan. Un groupe de parents nous propose, à toutes les deux, de venir parler lors de leur réunion mensuelle la semaine suivante. Et Suzanne ouvre la séance avec une présentation calibrée sur son ordinateur, extraits de livres à l'appui, sortis de leur contexte et choquants hors de leur histoire, alertant sur le déclin moral et la menace d'idéologies dangereuses, et brandissant des statistiques scolaires qui semblent lui donner raison, du moins si on ne gratte pas plus loin. À la fin, les parents dans la salle sont réellement préoccupés. Certains applaudissent avec ferveur. Quand vient mon tour, je n'ai pas de présentation soignée, seulement mon vécu. Je raconte ce petit déjeuner où ma famille m'a sommé d'arrêter d'être woke, et ce qui s'est passé quand j'ai décidé de suivre leur demande à la lettre. J'explique comment mon mari a souffert sans accès à ses médicaments, comment la blessure de mon fils s'est aggravée faute de soins, comment mes fils ont perdu des occasions à l'école et des liens avec les autres. Peu à peu, je vois les parents acquiescer, certains rient même, un peu comme s'ils reconnaissaient leurs propres histoires. J'insiste alors. Les propositions de Suzanne rendraient ces restrictions obligatoires pour toutes les familles, que cela leur convienne ou non. À la fin, 3 mères viennent discrètement me voir pendant que je range mes affaires. L'une d'elles me confie que sa fille s'est vue refuser l'accès aux maths avancées parce qu'un professeur estime que les sciences ne sont pas faites pour les filles. Une autre raconte que son fils a été puni pour avoir pleuré dans la cour, car selon le directeur, un garçon doit apprendre à encaisser. La 3e me dit que son ado lui a posé des questions toutes simples sur la puberté et les relations, et qu'elle a réalisé qu'elle n'avait aucune idée des réponses, faute d'en avoir jamais parlé avec ses propres parents. Les 3, sans hésiter, sortent leur téléphone et s'inscrivent immédiatement pour voter, juste pour ne pas laisser Suzanne gagner. Quelques jours plus tard, la petite amie de mon aîné vient dîner à la maison, et j'observe combien il a changé depuis le mois dernier. Il l'écoute vraiment parler de ses projets d'études. Il ne l'interrompt pas, ne ramène pas tout à lui. Il s'intéresse à ce qu'elle aime, au lieu de balayer ça d'un bof. Après son départ,
Il s'assied dans la cuisine pendant que je range, et il me confie qu'elle l'aide à comprendre pourquoi certains de ses anciens propos pouvaient blesser. Il me reparle de ce qu'il disait avant sur les femmes trop émotives ou sur le féminisme qui exagère, et il m'explique qu'elle lui a patiemment montré combien ses idées font du mal, à elle comme à d'autres. Il admet qu'il essaie désormais vraiment d'écouter, au lieu d'attendre son tour pour parler. La campagne commence à peser, et certains soirs, j'ai juste la force de m'écrouler au lit, me demandant si je ne suis pas complètement à côté de la plaque, de croire que je pourrais gagner face à une adversaire plus connue, mieux soutenue financièrement. Puis, chaque matin, mon petit dernier me prépare un café sans que j'aie besoin de demander et le pose sur ma table de chevet. Il me glisse « Tu vas y arriver », en ajoutant que tout le collège parle de cette maman qui s'engage vraiment dans une élection, au lieu de juste râler dans son coin. Il précise que même les enfants dont les parents soutiennent Suzanne trouvent génial que j'ose tenter le coup. 3 jours plus tard, Elliot Singh frappe à ma porte, équipé d'un enregistreur et d'un carnet. On s'installe autour de la table de la cuisine, à l'endroit même où tout a commencé, et aussitôt il me bombarde de questions sur mon programme et mes compétences. Il veut savoir d'où je tire la confiance que je pourrais gérer la politique du conseil scolaire sans jamais avoir été élu. J'essaie d'exposer mes recherches sur les programmes scolaires, mais il ne me laisse pas finir et rebondit sur des points précis comme l'application du titre 9 ou les lois éducatives de l'État. J'enchaîne les réponses, sûre de moi, en citant des textes que je potasse depuis des mois, et au moment où j'explique les nuances entre l'éducation sexuelle globale et les programmes basés sur l'abstinence, je prends conscience que je maîtrise parfaitement mon sujet. Toutes ces heures passées à me plonger dans des articles sur le climat ou la société, alors que mon mari se moquait, m'ont finalement forgé une solide culture politique et permis de comprendre le fonctionnement réel des lois. Elliot prend des notes, puis s'intéresse à cette fameuse liste de livres que mon adversaire souhaite censurer. Je dresse les 6 titres que Suzanne veut retirer, en expliquant pour chacun ce qu'il apporte aux enfants en matière d'identité, de résilience ou de découverte de soi. Il lève les sourcils, surpris. La plupart des candidats n'arrivent même pas à en citer 3 sur une liste pareille. L'entretien s'étire sur plus d'1 heure et demie, puis avant de partir, il m'annonce que l'article paraîtra dans le journal du dimanche. L'après-midi, Victoria Ramey m'appelle pour me proposer de prendre un café. On s'installe à une banquette du resto sur la grande rue, et elle m'explique qu'elle mène seule le combat face au clan de Suzanne depuis 2 ans au conseil. Elle a l'air à bout de force, mais soulagée à l'idée d'enfin trouver une alliée. Elle m'ouvre les coulisses du conseil, comment les votes s'organisent, où les vraies luttes de pouvoir se jouent, et que les fidèles de Suzanne votent sans broncher en bloc, enterrant toutes les réformes qu'elle tente de porter. Victoria sort un dossier de procès-verbaux et de documents budgétaires, histoire de me montrer précisément où s'annoncent les batailles les plus rudes. Même si tu gagnes, le vrai travail commence seulement après, me dit-elle franchement, parce que les soutiens de Suzanne feront barrage à chaque décision. Elle ajoute que dans 2 ans, 3 autres sièges seront en jeu et qu'il faut déjà songer à préparer les futurs candidats. Je prends tout cela en note et je réalise combien la situation est plus complexe que ce que j'imaginais. Mais Victoria garde un vrai espoir qu'on puisse faire bouger les lignes ensemble. Mon mari commence à me suivre sur le terrain les week-ends. Je sens bien qu'il est gêné quand ses collègues le voient à un carrefour, brandir une pancarte pour l'éducation sexuelle ou l'inclusion des élèves LGBTQ. Il vire au rouge, essaie de cacher son visage derrière l'affiche, mais il ne s'en va pas. L'un de ses amis s'arrête pour plaisanter sur le fait qu'il serait sous la coupe à la maison. Il lève juste la main d'un air détaché, toujours cramponné à sa pancarte. Plus tard, il m'avoue que c'est dur, que ses collègues ne l'épargnent pas avec leurs remarques sur qui porte la culotte. Mais à chaque réunion, il revient, et cela compte plus que je ne l'aurais cru qu'il accepte d'assumer ce malaise pour soutenir une cause qu'il prenait à la légère avant. Il n'est pas parfait, il rougit, il est parfois mal à l'aise en public, mais il reste, et c'est bien l'essentiel. Nicole m'appelle, paniquée. La campagne de Suzanne vient de sortir une vidéo d'attaque. Je la regarde sur mon téléphone, le ventre noué. La vidéo multiplie les images sombres et la musique stressante pendant qu'une voix off me présente comme une progressiste radicale qui chercherait à sexualiser les enfants et à imposer l'idéologie woke à des élèves innocents. Il coupe des morceaux de mes discours, complètement sortis de leur contexte, pour faire croire que je veux parler de sexualité dès la maternelle. Instinctivement, je panique et je rappelle Nicole pour lui demander ce qu'on fait. Elle me rassure, m'expliquant que ce genre d'attaque signifie en général que l'autre camp commence à avoir peur. On ne gaspille pas d'argent en publicité toxique contre quelqu'un qu'on sous-estime. Elle souligne qu'en général, ce type de vidéos se retourne contre leurs auteurs, parce qu'on les trouve agressifs et désespérés. On organise une réunion d'urgence pour préparer notre riposte. On choisit de tourner notre propre vidéo, avec des parents du coin venus dire face caméra pourquoi ils soutiennent une éducation complète. On filme chez eux, dans le salon ou le jardin, au naturel, sans artifice. Les parents racontent qu'ils tiennent à ce que leurs enfants aient accès à des infos fiables sur la santé et puissent lire des livres qui reflètent la diversité des expériences.
Mon fils du milieu insiste pour apparaître dans la vidéo, même si j'hésite à l'exposer. Il s'adresse directement à la caméra, parle de sa blessure de foot et insiste sur l'importance de soins de qualité et d'informations justes au bon moment. Il explique calmement que les enfants ont droit de connaître la vérité sur leur corps et leurs possibilités. Je le regarde pendant qu'on tourne, fière et inquiète à la fois pour lui à l'école. Mais il est posé et sûr de lui, et me dit qu'il a voulu le faire parce que ça compte vraiment. On publie la vidéo 2 jours plus tard et très vite, elle fait le tour des réseaux. L'organisme de crédit me rappelle, mais l'ambiance n'est plus du tout la même. La conseillère me confirme qu'on est à jour dans nos paiements, maintenant que j'ai retrouvé un travail, puis m'avoue en baissant la voix qu'elle a vu mes affiches en ville et qu'elle votera pour moi. Elle me confie que sa fille est homosexuelle et craint les conséquences d'une victoire de Suzanne sur l'atmosphère de l'école. Elle ajoute que sa fille n'a pas besoin que le conseil lui complique encore plus la vie. Elle me remercie d'avoir eu le courage de me présenter et me souhaite bonne chance avant de raccrocher. Je reste un instant, le téléphone à la main, perdue dans mes pensées pour toutes ces familles qui vivent avec la même angoisse de voir les idées de Suzanne s'imposer. 3 semaines avant l'élection, on se retrouve pour le premier débat au centre communautaire. Suzanne débarque, tailleur bleu marine impeccable, l'air confiant, rien ne semble pouvoir l'ébranler. Elle enchaîne ses arguments sur les droits parentaux et les valeurs traditionnelles, expliquant calmement qu'il faut protéger les enfants des contenus inadaptés et laisser aux parents le dernier mot sur ce qui touche leur famille. Quand vient mon tour, j'illustre mon propos avec des exemples concrets sur les besoins réels des élèves. Je parle d'une éducation à la santé complète, qui aborde le consentement et les relations saines, et de livres variés dans lesquels chaque élève peut se reconnaître. J'insiste aussi sur l'importance d'un enseignement scientifique qui prépare les enfants à affronter les réalités du changement climatique et des défis environnementaux. Suzanne se contente de rester dans le flou, jouant sur l'émotion, tandis que j'apporte des éléments précis et des mesures concrètes. Je remarque que certains membres du public opinent en m'écoutant, même si d'autres restent sceptiques ou affichent une mine contrariée. Lors de la séance de questions, une personne aborde la question de la censure des livres. Suzanne répond avec son laïus bien rodé sur le respect de l'âge et la nécessité de préserver l'innocence, affirmant haut et fort que les parents ont le droit de protéger leurs enfants de thèmes trop adultes. Je la laisse finir, puis je lui demande si elle a lu le livre qu'elle souhaite interdire. Elle hésite, reconnaît n'avoir consulté que des résumés et quelques extraits qu'elle juge préoccupants. Alors, je cite 3 titres figurant sur sa liste noire et j'explique ce dont il est réellement question. L'histoire d'un enfant qui se reconstruit après le divorce de ses parents, celle d'un ado en quête d'identité et celle de jeunes amis qui se soutiennent dans l'épreuve. Je précise qu'on est loin des extraits polémiques relayés par sa campagne, qu'on parle avant tout d'enfants qui apprennent à se comprendre et à surmonter les difficultés. Je souligne que bannir ces livres n'a rien à voir avec la protection des enfants. C'est simplement leur refuser l'accès à des histoires qui pourraient les aider à se sentir moins isolés. Plusieurs parents applaudissent malgré l'intervention de la modératrice qui leur rappelle d'attendre la fin. La semaine suivante, mon plus jeune fils rentre de l'école avec une histoire sur Tyler. Il raconte que Tyler s'est attiré des ennuis en proférant des propos racistes en classe, et quand la prof l'a remis à sa place, Tyler a répondu que sa mère estimait que ce n'était que de la franchise, que les gens sont devenus trop susceptibles. Mon fils m'explique qu'il a pris la parole sur le moment, pour dire devant tout le monde qu'être blessant n'a rien à voir avec l'honnêteté, et que faire attention à l'impact de ses paroles sur les autres ne signifie pas être trop sensible. Il reconnaît que Tyler reste un ami et que ce n'était pas évident de le contredire, mais qu'il commence à cerner le mal que peuvent faire les idées de la mère de Tyler. Il ajoute que d'autres élèves lui ont apporté leur soutien et que la prof l'a remercié d'être intervenue. Je lui demande si ça a tendu les choses avec Tyler. Il hausse les épaules et répond « Peut-être, mais il y a des choses plus importantes que ménager un copain. » À 2 semaines de l'élection, un rassemblement est organisé au parc, en plein centre-ville. J'imaginais une 20aine de personnes, comme d'habitude, mais on se retrouve à plus d'une centaine. Les parents sont venus avec leurs enfants, des enseignants ont fait le déplacement sur leur temps libre, et même des élèves trop jeunes pour voter agitent des pancartes pour défendre l'éducation complète. Nicole a tout orchestré, une petite estrade, un peu de sonorisation. Des parents de la région se relaient pour témoigner et exprimer leur inquiétude face au projet de Suzanne. Quand c'est mon tour, mon mari monte avec moi sur la scène et me serre la main. Je prends un instant pour regarder cette foule réunie un samedi matin, et je sens qu'il faut que je reprenne mes esprits avant de commencer. Il serre fort ma main, je vois qu'il est vraiment fier de moi, loin de la gêne des débuts. Je m'exprime sur le droit de chaque élève à une éducation complète, la nécessité de garantir l'accès à des livres variés et à des informations fiables. La foule applaudit, brandit ses pancartes, et pour la première fois, j'ai l'impression que la victoire n'est plus hors de portée. 2 jours plus tard, mon téléphone explose sous les messages à propos d'une nouvelle attaque lancée par l'équipe de Suzanne. Je regarde la vidéo en ligne. Un montage malveillant,
mêlant des photos de notre maison et du lieu de travail de mon mari, tandis qu'une voix grave évoque des familles prétendument instables et des choix douteux. On y insinue que mon mari a perdu pied au travail et que mon engagement politique m'empêche de m'occuper des miens, déformant complètement la réalité, transformant ma façon de résister en preuve de dysfonctionnement. Je ressens un profond malaise, inquiète pour l'emploi de mon mari et pour l'opinion des gens. Mais rapidement, les messages de soutien affluent sur les réseaux. Des parents qui nous connaissent dénoncent la vidéo, la jugent lamentable et déplacée, et l'un d'eux publie une photo prise lors du rassemblement où on nous voit tous, souriants et soudés. Les collègues de mon mari prennent sa défense en ligne, expliquant qu'il est respecté et que tout cela n'est qu'un tissu de mensonges. En fin de journée, même ceux qui n'étaient pas de notre côté jusque-là estiment que Suzanne est allée trop loin. Nicole m'appelle en disant que, finalement, cette attaque s'est retournée contre elle. L'image qu'elle renvoie désormais est celle de quelqu'un de méchant et malhonnête. Nicole pense même qu'on a peut-être convaincu quelques indécis, écœurés par tant d'agressivité. Le lendemain après-midi, mon fils aîné rentre de l'école avec un air bouleversé que je ne lui avais pas vu depuis longtemps. Je lui demande ce qui s'est passé, il s'effondre à la table de la cuisine et m'explique que Tyler a eu des mots très durs à propos de Madame Stevenson, leur prof d'anglais, lors d'une discussion. Il a lancé qu'elle n'avait eu son poste que grâce au quota diversité et qu'elle était bien trop émotive pour enseigner correctement. Mon fils me dit qu'il a senti ses joues s'enflammer et, sans réfléchir, il s'est levé pour répondre à Tyler que ses propos étaient inacceptables et irrespectueux. Il a ajouté que Madame Stevenson était l'une des meilleures profs du lycée et que Tyler se comportait exactement comme sa mère le lui avait appris, comme un idiot. Toute la classe s'est figée, le visage de Tyler a rougi, et l'enseignante a remercié mon fils d'avoir eu le courage de parler, même s'il a bien vu que Tyler l'avait vraiment mal pris. Après le cours, Tyler l'a attrapé dans le couloir et lui a jeté à la figure qu'ils n'étaient plus amis s'il préférait défendre les féministes plutôt que ses potes. Mon fils lui a rétorqué que ça lui était bien égal, parce qu'il n'avait aucune envie de fréquenter quelqu'un qui traite les femmes de cette façon. Il m'avoue que ça lui fait mal de perdre un copain d'enfance, mais il n'aurait jamais pu rester sans rien faire pendant que Tyler insultait une prof devant tout le monde comme si elle ne comptait pour rien. Il dit que, parfois, il ne faut pas avoir peur de tourner la page sur une amitié quand continuer voudrait dire renoncer à ses propres valeurs. Je le prends dans mes bras et je lui explique combien je suis fière de lui, même si je sais que c'est une vraie épreuve. Le lundi suivant, Nicole organise à la hâte une réunion, car de nouveaux sondages viennent d'arriver. On se retrouve tous tassés dans son salon tandis qu'elle projette les résultats sur son ordinateur portable. À une semaine du scrutin, Suzanne a 3 points d'avance. C'est plus serré que prévu, mais rien n'est joué. Elle garde encore l'avantage. Nicole rappelle que 3 points, c'est une broutille. Il suffit que tout le monde se mobilise à fond pour que tout change. Si on arrive à faire voter chaque soutien et à convaincre quelques indécis sur la dernière ligne droite, tout reste possible. Elle a déjà prévu une grosse offensive de campagne et répartit les quartiers entre les bénévoles. Toute la famille promet de donner ses soirées après l'école ou le travail pour faire du porte-à-porte, et mon mari a même pris plusieurs jours de congé pour s'y consacrer à plein temps pendant les 3 derniers jours. Nicole distribue les argumentaires, les listes de rue, et nous rappelle à tous que c'est maintenant que tout se joue, au moment précis où les électeurs commencent à ouvrir vraiment l'œil. L'ambiance dans la pièce est électrique, on sent que tout le monde réalise soudain que la victoire est à portée de main si on ne lâche rien. Un soir, je tombe sur Rodney Watkins dans le rayon céréales du supermarché. On s'arrête, un peu gêné de se retrouver là face à face. J'hésite une seconde à tourner les talons, mais il prend la parole avant que je prenne la fuite. Il me dit qu'il respecte le fait que je me sois lancée, même s'il est évident qu'il soutient sa femme. Il paraît embarrassé, baisse les yeux, évite mon regard. Puis, à voix basse, il me confie qu'il n'adhère plus vraiment à tout ce que Suzanne défend. Il explique que certaines de ses prises de position pendant la campagne l'ont franchement dérangé, notamment sur la santé ou les livres à interdire aux enfants. Mais il ne peut rien dire publiquement, forcément, puisqu'il doit soutenir sa femme. Il me demande si je comprends, et j'acquiesce parce que je comprends très bien sa position. J'éprouve presque de la compassion pour lui, prisonnier entre la loyauté envers Suzanne et ses propres doutes qui grandissent. Nous restons là encore une seconde, un peu mal à l'aise, puis il me souhaite bonne chance avant de s'éloigner avec son chariot. Je le regarde partir, et je me demande combien de proches de Suzanne pensent comme lui, sans oser le dire tout haut. J'emmène mon fils du milieu à sa séance de kiné, le jeudi après-midi. Sa cheville guérit bien, et il s'applique sérieusement à ses exercices. Maria, la kiné, la quarantaine, enchaîne les mouvements et se montre satisfaite de ses progrès. Au moment de partir, elle me glisse qu'elle votera pour moi. Elle en a assez de voir des enfants arrivant avec des blessures aggravées parce que leurs parents ont attendu, par conviction personnelle ou méfiance envers les soignants. Elle raconte que c'est bien plus fréquent qu'on ne le croit. Des parents qui pensent qu'il faut forcer les enfants à endurer la douleur ou qui refusent de faire confiance aux femmes médecins. Elle a vu des entorses dégénérer en handicap irréversible
et des infections s'aggravaient à force d'attendre avant de consulter. Mon fils regarde sa cheville, comprenant sans doute ce qu'il a évité de justesse. Maria ajoute que ça lui fait plaisir de soutenir une candidate qui comprend l'importance de soins réels pour les enfants et pas de l'idéologie. En repartant, mon fils ne dit rien, mais je remarque qu'il marche avec une prudence nouvelle, conscient désormais de sa chance que tout rentre dans l'ordre. 3 jours avant l'élection, un débat public réunit tous les candidats au conseil scolaire pour la dernière déclaration. L'auditorium du lycée est plein à craquer. Parents, profs, quelques élèves aussi. Suzanne parle en premier, visiblement prête pour ce moment. Elle fait tout un discours sur la défense des enfants contre les idées dangereuses, la préservation de leur innocence, insiste sur les droits des parents, les valeurs traditionnelles, le retour aux bases à l'école en évitant tout ce qui relève des polémiques de société. Parfois, sa voix se brise comme si elle allait pleurer, et dans la salle, certains hochent la tête d'un air approbateur. Quand c'est mon tour, je m'approche du micro, je prends une grande inspiration et je parle de l'importance de faire confiance aux enfants avec la vérité, parce que c'est comme ça qu'on prépare vraiment à la vie. J'explique qu'une éducation digne de ce nom, c'est donner aux élèves les outils pour réfléchir et faire des choix éclairés. J'insiste sur le fait qu'interdire certains livres ou limiter l'information ne protège pas les enfants. Au contraire, on les prive des armes pour affronter la réalité. Je dis que je crois en l'intelligence des jeunes et leur capacité à gérer des sujets complexes, même les plus sensibles. Ils sont plus solides qu'on l'imagine souvent. À la fin, les applaudissements sont sincères, mais je sens la salle partagée. Il y a des regards chaleureux et d'autres qui restent fermés. Dehors, tout le monde bavarde, je serre quelques mains, réponds rapidement à des questions. Un homme s'approche avec sa fille, une ado de 15 ou 16 ans. Il se présente et me confie que sa fille lui a révélé l'année dernière. Sa voix se met à trembler quand il m'avoue qu'il a peur de ce qui pourrait arriver à sa fille au collège si Suzanne passe. Il m'explique qu'elle est déjà prise pour cible par certains élèves et qu'il craint que les choix de Suzanne donnent officiellement le feu vert au harcèlement. Sa fille renchérit. Elle a entendu des camarades tenir des propos cruels parce qu'ils savent que la campagne de Suzanne leur donne une sorte de permission tacite. Elle dit que certains professeurs essaient de faire taire ses remarques, mais d'autres laissent passer. Ils me remercient tous les deux d'avoir osé me lancer et me disent qu'ils comptent sur moi pour défendre les élèves comme elle. Je leur promets de tout faire pour que chaque élève ait le droit de se sentir en sécurité à l'école. Mais une fois qu'ils s'éloignent, je prends en pleine figure le poids de ce qui se joue dans cette élection. Ce n'est plus une histoire de politique, ce sont des enfants bien réels qui attendent de voir si les adultes vont prendre leur défense ou les laisser tomber. Le jour du vote, je suis tellement tendue que je n'arrive même pas à avaler un morceau au petit déjeuner. J'ai la gorge serrée et les mains qui tremblent en essayant de verser mon café. Mon fils aîné a maintenant 18 ans et c'est la première fois qu'il va voter. C'est un moment fort. Mes 2 plus jeunes viennent aussi, juste pour regarder et aider comme assesseurs, puisqu'ils n'ont pas encore l'âge. On s'entasse tous en voiture, mon mari me serre la main avant de démarrer et me souffle que quoi qu'il arrive aujourd'hui, il me remercie de l'avoir poussé à s'engager. Il ajoute que ces derniers mois, même compliqués, lui ont appris beaucoup, sur lui-même, sur l'écoute et le respect de l'expérience des autres. Mon grand passe le bras depuis la banquette pour me serrer l'épaule. On roule jusqu'au bureau de vote dans un silence plombant, chacun embarqué dans ses ruminations sur ce que cette journée va nous réserver. Sur place, le temps s'étire, c'est un drôle de mélange de tension et de longueur. Je croise des voisins et des parents d'élèves venus voter, certains me glissent un sourire, un mot d'encouragement, d'autres évitent mon regard ou filent sans rien dire. Madame Gomez, de l'association des parents, s'arrête pour m'embrasser et murmurer « Bonne chance ». Monsieur Rodriguez, qui était intervenu lors d'un meeting, débarque avec toute sa famille, histoire de me montrer qu'il est là. Mais je vois aussi passer pas mal de partisans de Suzanne. La plupart m'ignorent ou m'adressent un regard franchement froid, voire carrément hostile. J'essaie de garder la tête haute et je remercie tout le monde de faire le déplacement, peu importe leur choix. Mais franchement, ça use. Mes garçons sont sérieux à leur poste. Ils veillent au bon déroulement du vote. Aux alentours de 3 heures, mon fils du milieu vient me glisser que Suzanne est à l'autre bout de la ville. Elle aussi sans doute rattrapée par cette curieuse sensation de vivre la démocratie alors que son avenir se joue. Je l'imagine face à ses électeurs, toutes deux suspendues au même résultat, qui, selon le camp, signifieront tout ou rien pour nos familles respectives. Le soir venu, je rejoins l'équipe de campagne chez Nicole. On surveille les résultats ensemble. Son salon déborde, les bénévoles sont agglutinés autour des écrans et des portables, accrochés aux mises à jour en direct. Les premiers chiffres tombent vers 19h30 et un vrai coup de massue. Suzanne a près de 200 voix d'avance. Nicole rassure tout le monde, on savait que ses fiefs allaient se déclarer les premiers. Elle se dépêche d'ouvrir son tableau Excel et nous explique que nos meilleurs quartiers arrivent un plus tard. C'est normal, tout est sous contrôle. Il faut s'armer de patience. Mais attendre, c'est insoutenable. À chaque nouvelle info, on refait les comptes, on se demande combien il faudra grappiller dans les bureaux qui restent. Mon plus jeune ne lâche pas la page des résultats qu'il actualise sans arrêt. Mon mari me rapporte un verre d'eau.
que je n'arrive même pas à toucher, et mon aîné tourne en rond entre le salon et la cuisine, incapable de s'asseoir. Ils sont tous penchés sur l'ordinateur, vus à la lumière bleutée de l'écran. Mon petit dernier, lui, a dégainé un carnet et commence à gribouiller des calculs dans la marge. Il chuchote les pourcentages qu'il faut atteindre dans chaque bureau qui tarde. Mon fils du milieu ouvre la boîte à pizza apportée par quelqu'un, l'engloutit morceau après morceau, sans vraiment prêter attention, les yeux rivés à l'écran. L'aîné fait les 100 pas du canapé à la fenêtre, jusqu'à ce que sa copine le force à s'asseoir à côté d'elle, mais il bouge tellement que tout le canapé en tremble. Vers 21h, les écarts commencent à bouger. Plus que 300 puis 200 voix, alors qu'il reste 3 bureaux à dépouiller. Un silence de plomb envahit la pièce, à part un léger bruissement, sûrement une bénévole qui tapote nerveusement, et la jambe de mon mari qui cogne sous la table. Nicole nous montre les bureaux restants, détaille ceux qui devraient nous être favorables, mais sa voix trahit sa nervosité malgré son sourire rassurant. Mon plus jeune lâche gravement qu'il nous faut 62% des voix restantes pour passer. Tout le monde reste figé devant l'écran, comme si on pouvait influencer la suite rien qu'en fixant les chiffres. Le bureau suivant finit par tomber et la salle explose. On passe en tête de 50 voix. Les gens crient, s'enlacent, mais Nicole, très pro, fait descendre le volume. Il reste 2 bureaux. Rien n'est joué. Vraiment rien. Mon mari m'enveloppe dans ses bras et je sens son cœur battre la chamade contre mon dos, exactement au même rythme affolé que le mien. L'euphorie retombe aussitôt. Le suspense est intenable. On reste scotché à l'écran pour préserver nos maigres 50 voix d'avance. Les derniers résultats finissent back par arriver au compte-gouttes. Notre avance oscille comme un balancier. 30 voix devant, puis 20 derrière, puis à nouveau devant de 70. Mon aîné est livide. Il avale sa salive comme s'il allait être malade. Et franchement, je me sens exactement pareil. L'estomac tordu à chaque nouveau chiffre. D'un coup, le téléphone de quelqu'un sonne. Tout le monde bondit. Mais ce n'est qu'un message, pas la proclamation finale. À 22h30, le dernier bureau affiche enfin ses résultats. On prend 112 voix d'avance. La pièce se fige, attendant la confirmation officielle. Personne n'ose bouger ni parler, mais déjà Nicole pleure dans les bras de Christopher, vite rejointe par d'autres. D'abord prudemment, puis tous ensemble. Mon téléphone sonne à son tour. Je le fais presque tomber en décrochant. L'employé de la commission électorale m'annonce officiellement la victoire. 112 voix d'avance sur près de 8000 bulletins. Elle précise que l'écart suffit pour que Suzanne demande un recomptage, mais que la démarche coûterait cher et ne devrait rien changer. J'ai encore du mal à y croire, même après l'avoir entendu. Je vais vraiment siéger au conseil d'administration de l'école. Mes fils me sautent dessus en riant. Tous les 3 m'enlacent si fort qu'ils me repoussent jusqu'au canapé, en bavardant tous en même temps et me serrant à m'en couper le souffle. Mon mari, lui, fond en larmes. De vraies larmes qui ruissellent sur ses joues, et il ne cesse de répéter à quel point il est désolé. Désolé d'avoir fallu toucher le fond pour réaliser combien c'était important pour moi. Je me mets à pleurer aussi, rattrapée par la fatigue accumulée pendant des mois de campagne, soulagée par la victoire mais déjà écrasée par l'ampleur de la tâche qui m'attend. Tout autour, la fête bat son plein, mais je reste suspendue dans ce moment, blottie contre ma famille, tous en pleurs. Vers 23h, mon téléphone se remet à sonner. Le nom de Suzanne s'affiche à l'écran. Toute la pièce se tait quand je décroche. Elle me félicite poliment, espérant que je saurais représenter toutes les familles du secteur, pas seulement celles qui ont voté pour moi. Je la remercie, sincèrement, même si je me doute bien qu'elle va tout faire pour s'aborder chacune de mes initiatives dès le premier jour. C'est ça, la démocratie, un espace où l'on se dispute sans être d'accord, mais où il faut néanmoins apprendre à avancer ensemble. Les infos régionales parlent du résultat dès le soir même, images des 2 soirées électorales à l'appui, et l'article d'Eliott sort immédiatement en ligne après l'annonce officielle. Le titre claque, « La ténacité d'une mère mène à la victoire au conseil scolaire ». Et tout y est. La dispute du petit déjeuner où l'on m'accusait d'être trop progressiste, ma réponse qui a permis de redéfinir ce que voulait dire « traditionnel », puis la campagne et la soirée de l'élection. Je lis l'article sur mon portable, entouré des gens qui continuent de fêter, et c'est étrange de voir sa vie soudain projetée en pleine actualité, lue et partagée par d'autres. Le lendemain matin, à peine réveillée, je découvre mon téléphone envahi de messages envoyés dans la nuit. Des parents me remercient d'avoir osé me présenter, des enseignants se disent soulagés d'avoir enfin quelqu'un prêt à défendre une éducation complète, et même des élèves expriment leur soulagement à l'idée que le conseil ne va pas interdire de livres ni supprimer l'éducation à la sexualité. Et, au milieu de tout ça, il y a bien sûr les messages agressifs des partisans de Suzanne, qui enchaînent insultes, que je préfère ne pas reproduire, et menacent de transformer mon mandat en enfer, jurant de venir à chaque réunion et de tout faire pour me mettre des bâtons dans les roues. Victoria m'appelle vers midi pour m'accueillir, officiellement, au sein du conseil, mais sa voix est grave, loin du ton festif. Elle m'explique que Suzanne et son équipe détiennent encore 2 sièges sur 7. Donc, chaque vote se jouera aux alliances et à une stratégie bien huilée.
Je prends note du nom des membres et de leurs tendances. Elle me met en garde. Certains votent par idéologie, d'autres par fidélité personnelle, et quelques-uns, heureusement, dans l'intérêt des élèves. Il va falloir rapidement repérer qui est qui. On cale une première réunion dans la semaine pour qu'elle me présente les documents importants à assimiler avant ma première séance officielle dans 2 semaines. Après avoir raccroché, je regarde mon carnet rempli de noms et de remarques et je me rends compte que je n'ai aucune idée de ce que je fais. Mais après tout, ce ne serait pas la première fois. Les 2 semaines qui suivent sont un véritable marathon pour comprendre les rouages du conseil scolaire. Chaque minute de libre est consacrée à dévorer règlements, budgets et procès-verbaux des réunions passées. Victoria me revoit 3 fois, me guidant sur les batailles à mener tout de suite, celles à préparer sur le long terme. Certains projets sont assez fédérateurs pour passer facilement, d'autres nécessitent des mois de stratégie et d'alliance. Je découvre le règlement des débats, la ventilation budgétaire, le code de l'éducation et toute la nébuleuse de 7 personnes pilotant une institution en jonglant entre égos et intérêts particuliers. Un après-midi, la petite amie de mon fils aîné reste à la maison pendant que les garçons jouent à l'étage. Elle s'installe dans la cuisine avec moi et m'annonce que ses parents divorcent. Sa mère a cité mon engagement comme déclic pour refuser dorénavant de se laisser rabaisser, que ce soit sur ses idées ou son métier. Sur le coup, je reste sans voix. Provoquer un divorce, ce n'est pas rien, mais la jeune fille ajoute que sa mère a l'air vraiment plus épanouie, débarrassée d'un fardeau bien trop lourd. Elle me remercie pour ma campagne, me dit que ça lui a prouvé à elle aussi que les femmes n'ont pas à accepter de se faire marcher dessus, et que voir sa mère trouver sa voie la rassure, même si ça bouleverse leur famille. Peu après, la conseillère d'orientation qui m'a soutenue pendant la campagne me propose de créer un comité consultatif constitué d'élèves, pour ouvrir leur point de vue sur les politiques de l'école. Elle exulte. C'est typiquement le genre d'initiative auquel Suzanne aurait mis son veto autrefois, arguant qu'on donnait trop de pouvoir aux jeunes. Mais maintenant, on va pouvoir concrétiser des idées innovantes où leur voix comptera vraiment. On décide d'une réunion pour définir la composition du groupe et le poids de leurs paroles dans les décisions. À cette période, la cheville de mon fils du milieu finit de guérir. Un soir, son entraîneur vient me parler et me confie que mon fils a pris la défense des filles contre les blagues sexistes des copains. Il a perdu en popularité chez certains garçons, mais il a gagné beaucoup de respect auprès des filles, et l'ambiance de l'équipe s'en est trouvée changée. L'entraîneur relève qu'il a mûri, qu'il se rend compte du poids de ses mots. Je passe sous silence les heures chez le médecin à cause de haricots coincés dans les narines. Mais je me dis que parfois, ce sont ces petites épreuves qui laissent les leçons les plus durables. 2 semaines après l'élection arrive enfin ma première séance officielle. La veille, je dors à peine. La salle est plus petite que ce que j'imaginais. Juste 7 chaises autour d'une table. Quelques rangées pour le public venu assister. Je propose tout de suite de réformer l'éducation à la vie affective et sexuelle, d'y intégrer la notion de consentement, les relations saines et l'inclusion des réalités LGBTQ, en m'appuyant sur les dossiers et arguments préparés avec l'aide de Victoria. Sans surprise, les 2 soutiens de Suzanne s'opposent une fois de plus, ressassant leurs éternels arguments sur le droit des parents et sur le prétendu caractère inadapté du contenu, comme ils l'avaient déjà fait pendant la campagne. Mais cette fois, avec Victoria et 2 autres membres ralliés à une vision plus ouverte de l'éducation, j'ai la majorité. La mesure est adoptée, 4 voix contre 3. Le soir même, le résultat du vote fait la une du journal local et mon téléphone ne cesse de vibrer, inondé de messages d'encouragement chaleureux, mais aussi de réactions outrées. Quelqu'un a glissé un mot acerbe sous mon essuie-glace, m'accusant de manipuler les choses et menaçant de demander ma révocation du conseil. Mes 3 voisins sont passés à la maison avec des fleurs et de petites cartes pour me remercier en disant qu'ils étaient fiers de moi. Mon mari a eu droit à quelques remarques au travail de la part de ceux qui ne sont pas d'accord. Mais il s'en sort beaucoup mieux que je ne l'aurais pensé. Il recadre fermement quiconque s'avise de me critiquer et affirme qu'il soutient une éducation inclusive pour tous les enfants. 2 mois tout juste après mon entrée en fonction, nous faisons adopter une règle qui garantit à tous les élèves le droit d'être appelés par le prénom et le pronom qui correspondent à leur identité. Ce n'est finalement qu'un détail, quelques lignes sur la façon dont les enseignants doivent s'adresser aux élèves, mais pour ceux qui doutaient de leur place dans l'établissement, c'est une véritable révolution. Je reçois un mail d'une élève trans qui me confie qu'elle se sent enfin en sécurité à l'école et que le fait de savoir que le conseil la soutient officiellement lui donne envie de venir en cours au lieu de redouter chaque journée. Mon plus jeune fils doit faire un exposé sur les institutions locales et me demande s'il peut m'interviewer pour parler du conseil scolaire dans le cadre de son devoir. Je réponds à toutes ces questions sur les coulisses des décisions, le rôle du conseil, l'impact de la politique locale, et il enregistre tout avec son téléphone, concentré comme jamais. 1 semaine plus tard, je découvre en lisant son texte qu'il pensait avant que la politique, c'était presque honteux de s'y intéresser,
mais qu'il comprend maintenant que c'est comme ça qu'on protège les gens et qu'on peut vraiment agir pour changer les choses. Il raconte aussi comment sa mère est passée des articles lus à la va-vite pendant le petit déjeuner à de vraies réformes et affirme qu'il aimerait faire pareil, peut-être même se présenter ou s'investir dans des campagnes plus tard. Suzanne débarque à une réunion du conseil, 2 mois et demi après le début de mon mandat, accompagnée d'une quinzaine de soutiens venus manifester contre nos mesures. Ils occupent tout l'espace réservé au public et plusieurs prennent la parole à tour de rôle, usant de leurs quelques minutes pour marteler qu'on impose des contenus inadaptés aux enfants et qu'on piétine la volonté des parents. L'atmosphère est lourdement tendue, surtout quand l'un d'entre eux m'attaque personnellement en remettant en cause ma légitimité. Je garde pourtant mon sang-froid et réaffirme que notre mission, c'est d'accompagner tous les élèves, pas seulement ceux dont les parents font le plus de bruit, et que cela suppose de bâtir une école où chaque enfant puisse apprendre en toute sécurité, quel que soit son parcours ou son identité. Je remarque alors que certains proches de Suzanne semblent vraiment écouter, au lieu de simplement attendre leur tour pour contester, et tout au fond, une femme hoche subtilement la tête quand j'insiste sur l'importance de protéger les élèves les plus vulnérables. La réunion s'achève sans qu'aucune décision ne soit remise en cause. Les protestations ne changent rien au fond, mais en rentrant chez moi, je repense à ce qu'est la démocratie. Accepter en permanence la discussion, même quand les avis divergent, et même si ça épuise, c'est aussi ce qui fait la force du système. 6 mois après mes débuts, le district publie les résultats des évaluations standardisées et plusieurs indicateurs sont déjà en nette progression par rapport à l'année d'avant. Il serait hasardeux de dire que nos réformes en sont directement la cause, mais ces chiffres sapent sérieusement les arguments de Suzanne, qui voulait faire croire qu'inclure tout le monde tirait le niveau vers le bas. Victoria m'appelle au matin de la publication pour décortiquer les résultats avec moi. On relève ensemble les progrès clés. Elle propose d'informer Elliot, le journaliste, avant que le clan de Suzanne ne cherche à détourner la nouvelle. Je transmets à Elliot les chiffres et les explications, et dès le lendemain, il sort un article en une, mettant en avant la dynamique du district par rapport aux autres qui n'ont pas osé changer. Lors de la réunion suivante, Suzanne affirme que les progrès n'ont rien à voir avec notre politique et seraient uniquement dus à des enseignants qui auraient fait des miracles malgré nos soi-disant interventions. Mais cette fois, les parents dans la salle ne semblent plus vraiment la croire. Un soir, mon mari rentre à la maison avec un mélange d'excitation et d'incrédulité. Son patron l'a convoqué pour lui proposer une promotion au poste de directeur principal, assortie d'une belle augmentation. Il m'explique qu'elle lui a confié avoir remarqué depuis 1 an qu'il sait désormais écouter les femmes de son équipe et que c'est ce qui a fait pencher la balance. Assis à la table de la cuisine, il me raconte l'effet que tout cela lui fait et avoue qu'il a appris à vraiment m'écouter, pas juste attendre son tour pour répondre, et que cela a changé sa manière d'agir avec tout le monde au boulot. Il ne prétend pas être parfait, il lui arrive encore de couper la parole ou de repousser des idées un peu vite, mais il se rend compte de ses travers et sait maintenant rectifier le tir. Grâce à cette promotion, nous sommes bien plus stables financièrement que depuis très longtemps, et il dit franchement que s'il a évolué, c'est aussi parce que je l'ai poussé, parfois malgré lui, à s'améliorer. Les garçons s'épanouissent à l'école, et ce n'est pas juste pour donner le change. L'aîné est en couple depuis quelques mois avec une fille de sa classe d'histoire qui n'hésite pas à le bousculer lors des débats et ne le laisse pas filer avec des arguments faciles. Je les entends parfois discuter littérature et politique dans le salon, et il l'écoute pour de bon, sans attendre son tour pour s'imposer. Mon cadet, lui, fait du bénévolat chaque samedi matin dans une association sportive et initie les plus petits à l'esprit d'équipe et au respect. L'entraîneur m'a confié que les jeunes le regardent avec beaucoup d'admiration. Le petit dernier s'est inscrit au club environnement du collège, le même genre de groupe dont je racontais parfois les anecdotes à table, à une époque où tout le monde prenait ça à la légère. La semaine dernière, il est rentré à la maison, ravi par un projet de collecte, et il m'a demandé si on pouvait essayer le compost en famille. 1 an s'est écoulé depuis ce fameux petit déjeuner mouvementé qui a tout changé. Ce soir, on se retrouve tous autour de la table pour le dîner. Et cette fois, j'ai enfin réussi à préparer un repas bien assaisonné. Mon mari, absorbé par son téléphone entre 2 bouchées, relève brusquement la tête. Je viens de lire un article inquiétant sur le changement climatique. Et si on en parlait tous ensemble pour voir ce qu'on pourrait faire? Les garçons adhèrent tout de suite à l'idée, sans aucune raillerie, et l'aîné glisse même qu'il a vu passer une info sur l'empreinte carbone grâce à sa copine. Je souris en sirotant mon café et je me dis que, parfois, la meilleure façon d'inculquer des valeurs, c'est de montrer l'exemple, puis de laisser à chacun la possibilité d'aller encore plus loin.